Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à notre conférence en direct de l'École des Arts Joailliers à Paris. On a la chance ce soir de présenter quelques pièces énigmatiques, les plus belles pièces de notre exposition en avant-première. Mais je voulais vous parler déjà de notre sujet, ces bijoux de scène de la Comédie Française. Bienvenue encore pour tous ceux et celles qui connaissent. Je voulais juste vous rappeler que derrière leurs écrans, on a Céline et Inacita qui prennent vos questions, qui répondent dans le chat. Et pendant tout le long de notre conférence, vous pouvez proposer des questions et on va tâcher de répondre à la fin. J'ai le grand honneur ce soir de présenter Gilliane Berardini, ma collègue et amie, historienne de l'art. Je suis Paul Paradis, je pense que vous me reconnaissez déjà. Et on a le grand honneur d'avoir vraiment en commissaire de cette exposition avec la Comédie Française, une collaboration avec l'École des Arts Joailliers, Madame Agathe Sanjoin, qui est la directrice de la bibliothèque-musée de la Comédie Française. Bonjour, bienvenue au sein de l'exposition sur les bijoux de scène de la Comédie Française. Alors la Comédie Française, peut-être en quelques mots pour ceux qui connaissent mal cette institution, c'est un théâtre, c'est le premier théâtre en France, créé en 1680 par Louis XIV. Et il repose aujourd'hui toujours sur un même type de fonctionnement que c'était le cas au XVIIe siècle, à savoir sur une troupe permanente qui est présente dans ces murs, qui joue un répertoire de textes, une sorte de catalogue de toutes les œuvres qui ont été jouées depuis le départ, depuis cette longue histoire. Et elle joue en fait ces pièces, cette troupe, à la fois à la salle Richelieu, qui est donc la scène principale de la Comédie Française aujourd'hui, et dans deux autres salles. Et ce répertoire est joué à la salle Richelieu en alternance, c'est-à-dire qu'en fait c'est une pièce différente qui est jouée chaque soir. Voilà les grands principes de fonctionnement de la Comédie Française. De par sa longévité, cette institution a accumulé un patrimoine absolument exceptionnel, que ce soit des œuvres d'art, des manuscrits, des archives, des dessins, tout le matériel qui sert à fabriquer les spectacles, les maquettes de costumes, de décors. Et parmi ce patrimoine, eh bien, on trouve également un certain nombre d'objets scéniques et de bijoux de scène qui sont donc l'objet de cette exposition. Voilà, donc cette exposition a été construite avec l'École des Arts Joailliers. L'École des Arts Joailliers a contacté la Comédie Française il y a quelques années et nous avons commencé un large chantier de recherche. Puisque ce sujet des bijoux de scène était très mal connu. Ils avaient été peu exposés, ils avaient quand même été vus quelques fois, mais surtout nous ne comprenions pas trop leur fonctionnement, comment, qui les achetait, qui les finançait, comment ils étaient conçus. Donc il y a eu cette phase qui a consisté dans ce projet de recherche. Puis il y a eu une phase de restauration qui a été entièrement financée par l'École des Arts Joailliers, qui a fait intervenir des restauratrices qui sont spécialisées dans les arts du feu, qui sont les arts du métal et du verre. Et donc nous avons pu mettre au jour cette collection exceptionnelle que vous pouvez apercevoir ici en ligne au sein de cette exposition. Merci Madame Sanjoin pour cette introduction au sein de l'exposition qui sera ouverte au public dans un avenir proche. On vous tiendra au courant. Alors, les bijoux de scène de la Comédie Française, c'est un vaste sujet et on va essayer d'aborder en trois parties, n'est-ce pas? À l'école, on aime toujours trois parties. Alors, dites-nous, quels sont les chapitres qu'on a décidé de définir? Alors, comme tu le disais, c'est un sujet qui est très vaste. Donc, nous allons d'abord essayer de donner une définition du bijou de scène. Nous analyserons son fonctionnement dans l'économie théâtrale, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue matériel. Et puis, nous nous pencherons sur les réformes qui ont lieu au cours du XIXe siècle. Et enfin, nous verrons l'influence de certains grands acteurs sur le bijou de scène à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle en lien avec le vedettariat théâtral. Vedettariat, c'est un mot qui va jouer beaucoup ce soir dans notre conférence. Et je propose qu'on continue avec notre premier sujet. Alors, Gilliane, qu'est-ce qu'un bijou de scène?
Alors, dans sa définition la plus simple, on pourrait dire que c'est un bijou qui est porté ou utilisé sur scène, mais nous allons essayer de donner des caractéristiques un peu plus précises. Et pour ça, nous allons nous plonger dans le début de la période chronologique qui est abordée dans l'exposition, c'est-à-dire le XVIIIe siècle. Malheureusement, nous ne conservons pas de bijoux de scène de cette période, mais heureusement, les archives et l'iconographie sont très riches. Alors, parlons archives. Pour nous, les historiens, on adore les archives et on a de la chance, la richesse des archives à la Comédie Française, redécouverte pour cette exposition par Madame Sanjoin. Là, on vous montre un registre des spectacles. C'est anonyme, mais c'est très important, ça date de 1812, c'est-à-dire que le théâtre tenait compte de chaque objet de scène, chaque bijou, chaque costume dans ces registres. C'est une raison très simple. On va apprendre aujourd'hui la première catégorie de bijoux de scène. Ce sont des bijoux qui ont un rôle, qui jouent. Ils jouent effectivement, ils ont un rôle dans le déroulement de l'histoire. Et donc, ces bijoux sont à la charge du théâtre. C'est quelque chose à retenir parce qu'on va voir d'autres catégories plus tard. Et ici, on a la chance d'avoir cette archive dans laquelle on voit Athalie. C'est une pièce, une tragédie dont on va parler à plusieurs reprises, une tragédie biblique. Et on voit marqué qu'il y a un bandeau de tête, une couronne et un sceptre pour le personnage de Joas. Donc, on voit déjà l'acteur, on voit tous ces détails, et c'est très, très précis. Et parlons de bijoux qui jouent. Les bijoux ont un rôle dans les histoires, comme je vous ai évoqué. Parfois, c'est vraiment pour l'identification d'un personnage. Pensons à Zerbinette, dans Les Fourberies de Scapin, cette jeune femme qui a été enlevée par des marchands d'esclaves quand elle était petite fille. Et plus tard, dans le déroulement de l'histoire, on la reconnaît à travers son bracelet en diamant qui la permettra d'être reconnue d'une fille, une fille d'un très grand marchand et qui lui permet de se marier avec son bien-aimé Léandre. Les bijoux qui jouent peuvent aussi nous marquer. Les bijoux peuvent jouer un rôle de monnaie, par exemple. Ça peut être donné en récompense. Il y a dans le prince travesti de Marivaux, il y a un personnage qui est attaqué dans sa chaise à porteur et pour récompenser la personne qui l'a sauvé, elle lui donne un diamant. Ou bien les caractéristiques d'une personnalité. Comme Harpagon dans l'Avare, comme le nom indique, sa cupidité l'empêche de céder son diamant à sa bien-aimée Marianne. Donc vous voyez, les bijoux qui jouent un rôle, qui nous racontent l'histoire, font bel et bien partie des achats du théâtre français et ici de la Comédie Française, comme sont indiqués dans ces archives. Mais alors Paul, est-ce qu'il existe des bijoux authentiques sur scène ? Alors, regardons Madame Duménil, ce beau tableau par Donna Nonotte. C'est en fait, Madame Duménil, c'était parmi les plus grandes stars de la première moitié du XVIIIe siècle, et elle joue ici une impératrice romaine. Je sais que c'est compliqué à imaginer, et ce qui est important dans ce tableau et dans ce rôle d'Agrippine, n'oublions pas que c'est la mère de Néron, elle porte toutes ses possessions à elle. Le costume, la robe de cour lui appartient. Elle a ce doliment turc qu'elle a bien ajusté autour de sa robe à panier, bien à la française du XVIIIe siècle. Et elle a juste un tissu en brochet en argent qui indique un tout petit peu l'Orient. Et regardons un peu sa parure. Ce sont ses bijoux personnels qui étaient des vrais bijoux qui lui ont été offerts par des admirateurs, par les têtes couronnées, et ainsi que la robe, c'est une robe de cour. Alors on peut présumer que ces girandoles, ce choker, ce collier de chien et ces énormes perles lui appartenaient et elle les mettait en guise de remerciement et aussi pour se mettre en valeur sur la scène, n'est-ce pas? Oui. Alors, si on parle du prochain sujet, je voulais vous dire aussi que parfois, vous vous posez la question, si elle porte les bijoux du XVIIIe siècle, peut-être ça menait à confusion.
C'est vrai. Ça peut brouiller, comme c'est une reine, bon, c'est une reine de l'Empire romain, c'est pas grave, elle a ses attributs qui sont occidentaux, mais parfois ça peut vraiment jouer un tour dans l'histoire, n'est-ce pas? C'est vrai. Il y a des moments où les classes sociales se brouillent, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au XVIIIe siècle, les acteurs font étalage de ces parures, donc de ce deuxième type de bijou qui est vraiment purement ornemental et sans distinction, sans rapport vraiment avec la classe sociale du personnage qu'il joue. Et donc l'image qui est présentée au public, elle est un peu en contradiction avec la dramaturgie de la scène. Et là, vous voyez à l'écran une gravure qui date de 1741, qui représente une scène d'une pièce qui s'intitule Le philosophe marié. Et dans cette scène, vous voyez que les femmes portent toutes les mêmes riches colliers de perles. Or, dans cette scène, elles jouent à la fois des servantes et des maîtresses, mais on n'arrive pas vraiment à les distinguer justement à cause de leur parure. Donc il y a des incohérences, ça brouille un peu notre regard, ça nous paraît incohérent pour nous, spectateurs du XXIe siècle, mais c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, le public accepte ces incohérences, il les prend en compte lors de la représentation théâtrale, et en fait le théâtre c'est un art de convention au XVIIIe siècle, donc c'est bien accepté, mais on voit vraiment que voilà, ce deuxième type de bijou qui se confond avec le bijou de ville peut vraiment brouiller les rapports entre les personnages. Oui, tu l'as bien dit, c'est une convention acceptée la plupart du temps, mais on va avoir de l'évolution plus tard. Et aussi, il faut dire aussi que parfois ces bijoux personnels étaient aussi peut-être pas précieux. On avait déjà une technique très très connue en France, les perles d'imitation qui étaient faites avec du verre soufflé, de l'essence de l'Orient, fait avec des écailles de poisson qui sont injectées au milieu. Donc c'était une spécialité française, parisienne, surtout depuis la fin du XVIIe siècle. Donc on peut aussi brouiller entre du toc et du vrai dans les bijoux personnels. Voilà, on a l'impression que les bijoux personnels sont forcément dans des matériaux très précieux, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors, regardons briller sur scène. On vous a mis Adrienne Lecouvreur, cette actrice qui était vraiment la protégée de Voltaire. Elle jouait ici Monime. Monime, c'est vraiment, je vous raconte l'histoire dans un deuxième temps, mais encore une fois, c'est dans l'Antiquité, et là, on la voit dans sa robe de cour, vraiment à la française. Elle joue un rôle où elle est vraiment dans le pont, dans l'Orient, autour de la mer Rouge, mais elle est habillée à la française. Et on voit pourquoi elle porte ces bijoux. Regardez les perles qu'elle a tressées dans ses cheveux. On sait que Madame Lecouvreur, elle avait des pierres et des perles qu'elle cousait elle-même, ou elle avait fait coudre, elle avait un sac dans son inventaire après décès. Et donc on sait qu'elle portait ses propres bijoux sur scène. Il y a plusieurs raisons à ceci. C'est pour briller, pour se mettre en valeur. Il y avait une habitude au XVIIIe siècle que le public se mettait sur scène. Les gens vraiment dans une classe aristocratique, disons, ils étaient assis de part à d'autre de la scène et ils étaient habillés dans toutes leurs belles robes de cour, etc. Et donc ça pouvait brouiller, encore une fois, pour l'actrice aussi, hein, ça distrait, il paraît que les gens, ils parlent, ils interrompent. Et donc ces bijoux personnels servent à se mettre en valeur et sachant aussi que la lumière était très basse. Donc pour toutes ces raisons, elle voulait se valoriser, briller sur scène. À travers tout ce brouhaha, je m'imagine que c'était assez compliqué. Oui, alors nous voyons tout en bas à gauche du portrait un bijou qui est ici très discret, mais il a en fait un rôle important dans la pièce. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Paul? Oui, merci Juliane. Alors, ce bandeau que vous voyez qui est déchiré, c'est un épisode dans cette pièce de théâtre où Monime, qui est future reine, l'amant de Mithridate. Mithridate est parti en guerre et les choses passent mal. Donc, il lui envoie un message qu'il faut qu'elle meure au lieu de se rendre aux Romains. Et donc, elle reçoit cet ordre et qu'est-ce qu'elle fait? Avec son bandeau royal qui lui a été offert par Mithridate, elle va essayer de se pendre, sauf que le tissu ne tient pas, ça déchire. Donc ici, on voit l'acte juste après où elle est en train de maudire ce bandeau, vous n'auriez pas pu me servir dans juste une fois. Et ayant échoué à son attentat de suicide, un servant de Mithridate lui a offert une coupe avec du poison.
Et sa servante à elle la supplie de ne pas boire l'élixir mortel. On sait que les tragédies, ça finit toujours mal, donc elle finit par le boire. Mais pour dire que ça, c'est une deuxième catégorie de bijoux, ou plutôt notre première catégorie, c'est un bijou, on peut imaginer, qui a été fourni par le théâtre, parce que ça fait partie vraiment du drame voilà, de l'histoire. C'est vraiment un bijou qui est indispensable pour qu'on comprenne la scène et la pièce. Donc, finalement, sur ce portrait, on a les deux types de bijoux de théâtre. Et ce que j'adore dans ce tableau tout à l'heure, on voit des colonnes à l'ordre ionique, etc. Oui. Et on est censé être à Pont, sur la mer Noire. Donc vraiment, le public avait beaucoup comment dire, Oui, parce que les incohérences sont nombreuses. Exactement. Alors... Nous allons maintenant rejoindre Agathe Sanjuan dans l'exposition. Madame Sanjuan, est-ce que vous pouvez nous montrer des exemples dans l'exposition qui nous permettraient d'aborder le sujet des matières, des savoir-faire, des techniques ? On se trouve ici devant une première vitrine qui permet d'expliquer un peu le fonctionnement technique du bijou de Sène. Comme vous le savez sans doute, en fait, la plupart de ces bijoux sont en toc. Ce sont des matières d'imitation. Et d'ailleurs, tous les bijoux que nous conservons encore aujourd'hui sont dans des matières factices. Vous avez ici un exemple absolument parlant, ce peigne qui date du 19e siècle, qui est tout à fait caractéristique du fonctionnement du bijou de Sène d'un point de vue technique. On est avec des matières fausses, notamment les petites perles qui sont absolument minuscules, et en même temps le montage, la construction de la pièce est tout à fait caractéristique de ce qu'on peut faire en joaillerie à cette époque-là. Donc, par exemple, là, vous avez donc ces minuscules perles qui sont chacune enfilées sur un fil d'argent, lequel est enroulé sur une âme de forme semi-circulaire, donc avec des difficultés techniques qui sont quand même très importantes. Et chose exceptionnelle également, que vous pouvez voir sur le détail à l'écran, la dorure de cette frise florale que l'on voit comprend 3 ors, vert, jaune et rose, donc vraiment un degré de subtilité absolue pour une pièce qui doit être vue de loin, donc c'est d'autant plus étonnant. Alors pourquoi apporte-t-on autant de soins et apporte-t-on autant de précision qu'en joaillerie pour des objets qui doivent être vus de loin? Eh bien, c'est tout simplement parce que le comédien, en fait, endosse le rôle du personnage, comme il endosse le bijou, et il a besoin, en fait, d'une certaine véracité de l'objet qui l'aide beaucoup dans son interprétation de la pièce de théâtre. Par ailleurs, vous voyez au-dessus une autre pièce, un diadème aux étoiles sur tremblant. Donc là aussi, le principe du tremblant, c'est quelque chose qui est utilisé en joaillerie précieuse. Ce sont des pièces en fait, qui sont montées sur de minuscules ressorts, ce qui fait que la comédienne, quand elle porte ce bijou, elle va faire vibrer chacune des étoiles qui vont donc scintiller sous les lumières du théâtre. Alors pourquoi des matières fausses? Alors tout simplement déjà pour des raisons économiques. Le théâtre ne peut pas se permettre d'avoir d'authentiques bijoux. Et puis ce sont aussi des bijoux qui vont être malmenés sur scène. On va s'en servir au sens propre, on va s'empoigner tout en les portant, on va se jeter par terre. Donc il faut que ces matières puissent être remplacées facilement et qu'on puisse facilement réparer le bijou. Alors, nous avons vu dans une première partie les grandes caractéristiques du bijou de Sène. Nous avons vu qu'il existe 2 types de bijoux. Un premier qui est vraiment indispensable à l'intrigue, et dans ce cas-là, il est fourni par le théâtre à la troupe. Et puis un deuxième type de bijou qui sert vraiment à décorer l'acteur, et dans ce cas-là, c'est l'acteur qui en est responsable. Nous avons vu aussi qu'il y a beaucoup d'incohérences entre les accessoires, les costumes et la dramaturgie de la scène, mais finalement, le public au XVIIIe siècle les accepte bien. Mais au milieu du XVIIIe siècle, des acteurs, et notamment le dramaturge Voltaire, vont mener une réforme de la scène pour justement avoir plus de cohérence entre l'esthétique de la scène, c'est-à-dire les décors, les costumes et donc les parures, et l'esprit de la pièce qui est jouée. Et donc l'idée va peu à peu gagner du terrain, et c'est vraiment au XIXe siècle qu'elle va aboutir.
Alors commençons avec l'Antiquité. Il y avait un engouement pour l'Antiquité, pour toutes ces découvertes archéologiques en seconde moitié du XIXe siècle, et ça va arriver dans le théâtre. Et évidemment, la couronne de laurier, qu'est-ce qu'il y a de plus antiquisant, de plus noble puissance d'un empereur que ça? Et ici, à gauche, ce qui est intéressant, on a un des acteurs qui était vraiment derrière cette propulsion, en fait, cette idée, cette volonté de changer le status quo, comme on a parlé, le Quint. Et là, il joue Néron dans Britannicus. Hein, voilà à gauche, vous voyez bien qu'il porte une couronne de laurier qui pourrait bien être comme celle que vous voyez à droite, qui appartenait à Talma. Talma, c'était une grande vedette dont on va entendre plus parler de la part de Madame Sanjuan tout à l'heure. Mais lui aussi, il cherchait à remettre la vérité dans ses rôles. Alors, il portait cette couronne de laurier quand il jouait Néron ou d'autres empereurs, je m'imagine. Et ce qui est très très beau dans cette pièce, c'est qu'entièrement en papier. Alors c'est du papier, l'artiste a pris le soin avec du gaufrage à froid, de faire des veinures dans les feuilles et de mettre des baies de laurier. Alors imaginons, c'est très très fragile, hein, le papier sur scène, et donc dans les réserves de la Comédie Française, on a cette pièce très émouvante qui nous montre, c'est une bonne introduction à cette réforme, n'est-ce pas? Oui. Alors vous reconnaissez peut-être cette œuvre, c'est un dessin qui a été réalisé par Jacques-Louis David d'après le célèbre tableau, le Sacre de Napoléon, qui se trouve au Louvre. Et donc c'est une œuvre qui nous permet d'aborder les liens et de comprendre les liens entre trois personnes. David, donc, qui réalise le tableau, l'acteur Talma, dont Paul a parlé, et l'empereur Napoléon lui-même. Donc cette œuvre, en fait, elle célèbre cette commande prestigieuse qui est passée à David, certainement la plus prestigieuse de sa carrière, mais elle permet aussi de mettre en avant les efforts communs de Talma et de David pour réformer la scène théâtrale dans une veine néoclassique, ce retour à l'antique dont parlait Paul, qui caractérise vraiment le règne de Napoléon. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il me semble que Talma et David, ils ont créé un autre théâtre pendant quelques années après la Révolution, et puis ils sont revenus vers la Comédie Française. Oui, oui. Alors nous rejoignons Madame Sanjuan dans l'exposition. Nous avons vu avec Paul un exemple de couronne en papier. Est-ce qu'il existe des couronnes dans d'autres matériaux ? Le XIXe siècle est marqué par un certain nombre de réformes esthétiques de la scène, d'ailleurs qui suivent les réformes des beaux-arts en général. Et la toute première de ces réformes, c'est la réforme néoclassique qui a lieu pendant la Révolution et sous le Premier Empire. Donc évidemment, les grandes figures de ce temps-là, ce sont Talma et Jacques-Louis David, comme on vous l'a dit précédemment. Et vous avez ici une pièce absolument fabuleuse qui marque de manière tout à fait évidente ce néoclassicisme et cette structuration très forte du théâtre en lien avec la politique à cette époque-là. Cette couronne de laurier a appartenu donc à l'acteur Talma et elle lui a été offerte par l'empereur Napoléon pour jouer le rôle de Néron dans Britannicus, pièce de Jean Racine. Donc c'est évidemment un objet totalement exceptionnel par son histoire, par la provenance de cette pièce. Vous voyez qu'elle est tout à fait aussi caractéristique de ces liens entre bijoux de scène et joaillerie, puisqu'on a vraiment un rendu très fin. On a dit qu'elle pouvait avoir été réalisée sur le modèle de la couronne du sacre. L'objet est bien plus vaste aussi que cette simple couronne, puisqu'elle comprend également un étui qui est orné d'une gravure qui représente l'acteur Talma en train de jouer le rôle de Néron, ainsi qu'une citation qui est tout à fait intéressante, puisque c'est une inscription manuscrite qui dit « L'empereur dit à Talma, après l'avoir vu jouer Néron, Talma, nous faisons de l'histoire ». Et donc cette citation, elle est très importante puisqu'elle marque ces liens absolument essentiels entre le théâtre et politique au début du XIXe siècle. Il faut se rappeler que Napoléon, il emmenait ses comédiens le suivre en fait dans ses campagnes politiques et militaires. Talma
par exemple, est requis à Erfurt en 1808, alors que Napoléon tente de rassembler tous les princes d'Europe et de rallier à sa cause certains d'entre eux. La représentation que vont donner les comédiens français à ce moment-là est un succès absolument phénoménal, mais ce sera un échec diplomatique pour Napoléon. Voilà, donc Talma, c'est vraiment une figure très importante du début du XIXe siècle et quelque part, il est utilisé par l'empereur qui est très souvent en campagne, éloigné de son pays, de sa capitale, et en quelque sorte, Talma incarne une sorte de permanence du pouvoir politique sur scène en interprétant les rois, les rôles d'empereur à la place de Napoléon lui-même. Alors, regardons cet autre dans la période romantique. On va se rejoindre à Agathe, n'est-ce pas, pour regarder les pièces d'une grande star de l'époque, Rachel. À la suite de la réforme du néoclassicisme au XIXe siècle, on a la réforme romantique. Alors en France, elle a lieu dans les années 1820 et elle se déploie pleinement à partir des années 1830. On va s'intéresser ici à une figure très importante du théâtre français qui est la personnalité de Rachel. Rachel, très grande tragédienne, qui va donc avoir une influence très forte puisqu'elle va réhabiliter complètement le répertoire tragique, mais aussi sur le plan de l'esthétique de la scène et sur notamment la conception de ses costumes et de ses bijoux auxquels elle apporte une importance considérable et d'ailleurs le public vient en partie la voir pour ses bijoux de scène. On va ici s'intéresser à deux pièces très importantes de l'exposition qui sont un diadème et une couronne qu'elle a portées dans le rôle de Phèdre. Alors, on voit en fait au début du XIXe siècle que les comédiens ont relativement peu de bijoux et au milieu du XIXe siècle, là c'est vraiment une explosion dans la production de bijoux de scène et au cours d'un même spectacle, d'une même pièce, eh bien, on peut avoir un certain nombre de bijoux comme c'est le cas pour Rachel. Donc Rachel, pour le premier acte, elle porte ce diadème, ce qu'on appelle le diadème aux perles écamées. Donc vous avez ici un bandeau métallique qui est estampé avec une incrustation de camée coquille qui est surmontée également d'un rang de perles. Donc la réalisation là aussi est absolument exceptionnelle. Donc le premier acte, c'est l'acte de l'intimité, l'acte où elle va s'éplorer quelque part devant sa suivante. Parce que voilà, elle a cet amour impossible qui l'étreint. La deuxième couronne que vous voyez a été portée dans le second acte. C'est l'acte où en fait sa pleine puissance explose puisqu'elle va revendiquer le trône d'Athènes et revendiquer également son amour pour Hippolyte. Donc c'est vraiment l'acte du pouvoir royal comme on peut le voir avec cette pièce absolument magnifique. Et chose extraordinaire, c'est un bijou qui lui a été offert par la Comédie Française. Ça, c'est quelque chose de totalement atypique, ça ne se faisait pas du tout. Il faut imaginer que Rachel, c'était une comédienne extrêmement jeune, elle avait à peine une vingtaine d'années quand elle a joué le rôle de Phèdre, qu'elle était tellement douée que finalement le public ne venait quasiment que pour elle, et donc le théâtre avait très peur qu'elle parte, qu'elle fonde un autre théâtre, qu'elle parte à l'étranger. Et comme gage de fidélité mutuelle entre l'institution et la comédienne, donc on lui a offert ce diadème, qui est là aussi réalisé dans des matières factices et qui pourtant est d'une finesse de réalisation et d'un déploiement absolument exceptionnel. Il porte d'ailleurs au fronton l'inscription « Offert à Mademoiselle Rachel par la Comédie Française ». On va se diriger vers une sculpture maintenant. Voilà, une sculpture en fait qui représente un diadème perdu, qui est celui qu'elle portait probablement dans les autres actes de Phèdre. Donc c'est une sculpture par Dantan. Ici, vous voyez donc ce diadème qui devait être plein or, qu'elle arbore sur beaucoup de portraits. Donc on imagine que ça devait être un bijou très important pour elle. Elle a également un collier à l'antique orné de pendeloques qu'on voit également sur un très grand nombre de ses portraits. Et si on s'approche plus près de la pièce, vous verrez qu'elle a les oreilles percées, signe que la sculpture elle-même devait être à l'origine ornée de boucles d'oreilles qu'on a malheureusement perdues.
Donc, sans doute que cette caractéristique de cette pièce sculptée est aussi un signe de l'importance que Rachel apportait à ses bijoux de scène. Alors, merci Madame Sanjoin pour cette épopée passionnante dans le romantisme. Mais Gilliane, dites-nous, qui sont ces artisans qui font ces chefs-d'œuvre dans les bijoux de la Comédie Française et de théâtre en général au XIXe siècle? Alors, au XIXe siècle, c'est vrai que c'est une période de grand progrès, de grand développement dans le domaine du bijou de scène. Le mouvement, le romantisme, qui est un mouvement artistique, va durer très longtemps dans le domaine du théâtre jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et donc, on fait beaucoup de progrès techniques dans le domaine du bijou de scène. On sait imiter à la perfection les perles, les pierres. Il y a de plus en plus d'artisans qui se spécialisent dans la fabrication de bijoux de scène. Et donc, c'est un domaine qui devient vraiment une spécialité française au cours du XIXe siècle. Alors, ces artisans, ils vont combiner différentes techniques. Des techniques liées à la bijouterie de scène, des techniques d'armurerie et aussi des techniques d'orfèvrerie d'église. Mais alors, si les matériaux sont faux, les techniques, quant à elles sont vraiment les mêmes qu'en joaillerie, tout comme les connaissances historiques qui sont nécessaires à la réalisation de ces bijoux. Alors ici, vous voyez d'ailleurs un chef-d'œuvre des années 1830, un chef-d'œuvre de l'esthétique néo-gothique, qui est un poignard qui a été porté sur scène par une très grande actrice de l'époque, Marie Dorval. Et donc, vous avez l'impression peut-être à l'écran que cette œuvre est très grande, mais en fait, elle est toute petite, elle fait une dizaine de centimètres de haut. Et le décor est richement travaillé, richement ciselé. On voit d'ailleurs sur la garde une femme et un enfant, et de l'autre côté, un squelette et un crâne. Donc, c'est un décor qui symbolise la vie et la mort. Et moi, c'est une pièce que je trouve très intéressante et très surprenante parce qu'il y a un grand niveau de détail, mais c'est surprenant si on prend en compte le fait que le public se tient à 10 ou 15 mètres de la scène et ne verra pas cette richesse de détails, justement. C'est intéressant parce que parmi les stars de la Comédie Française, n'oublions pas Marie Dorval, elle était vraiment soutenue par Victor Hugo et d'autres. Et elle va jouer à la Comédie Française, mais beaucoup moins qu'on le penserait, parce qu'il y avait quand même la concurrence des théâtres des boulevards. Oui. Et Marie Dorval va faire une énorme carrière dans les théâtres, justement, qui sont juste à côté d'où nous sommes, sur les grands boulevards. Donc c'est très intéressant, elle a fait quand même son passage à la Comédie Française. Oui, c'est vrai que pendant cette période, au XIXe siècle, c'est le développement des théâtres de boulevard, où on joue des pièces romantiques, d'auteurs comme Alexandre Dumas ou Victor Hugo, et avec des actrices comme Marie Dorval. Et à côté, on a aussi des grandes tragédiennes comme Rachel, qu'on a évoquée, qui joue toujours des grandes tragédies classiques à la Comédie Française. Alors on voit qu'on a de plus en plus une approche archéologique du bijou. Tout à fait. Est-ce qu'on imite d'autres styles? Est-ce qu'on s'inspire de d'autres pays, de contrées lointaines et d'autres époques? Alors, on va parler de l'Orient. L'orientalisme, on a vu déjà que la justesse archéologique des pièces, quand on parle de l'Antiquité occidentale, sont très proches. Il y a vraiment des études archéologiques, etc. Mais quand on parle de l'Orient, est-ce qu'on parle du Proche-Orient, de l'Extrême-Orient? Est-ce qu'on parle de Moyen-Orient, en gros? Au théâtre, ça n'avait pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que ça fascinait. Et pour avoir ce côté pittoresque, pour vraiment évoquer, comme tu l'as bien dit, ces cultures exotiques. Et à gauche, c'est une pièce majeure de la collection de la Comédie Française. C'est une couronne, comme vous voyez bien, avec des pics, sommés de perles soufflées, des perles évidemment d'imitation, bien décorées. C'est un alliage cuivreux qui est doré dans toutes ces belles techniques dont on a parlé. Et vous avez même des pierres d'imitation d'une qualité énorme, imitant des émeraudes, etc. Et d'où est-ce qu'ils ont trouvé cette idée d'une couronne à pic? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça date du XVIIIe siècle. Cette pièce, non, mais dans les archives. Et cette pique, cette couronne pourrait être, par exemple, Madame Raucourt, une autre grande vedette de la Comédie Française. Elle le portait en jouant Cléopâtre, la reine de Syrie, dans Rodogune. Donc là, elle est en train de donner sa malédiction à son fils, parce que son fils est en pris d'amour par Rodogune, une princesse, et elle leur dit que vous soyez malheureux, que vous n'avez que des problèmes, et que vous fassiez un fils qui me ressemble. Enfin, je donne dans mes mots. Et vous voyez bien que ça évoquait l'Orient.
Donc il n'y a aucune preuve. D'ailleurs, il y a Madame Georges, une actrice 30 ans, son aïeul, enfin plus jeune, et qui jouait d'autres rôles, Athalie. On voit aussi qui est une scène biblique, et on voit parfois Séméramis, cette reine de Babylonie, qui porte cette couronne ou une couronne similaire. Donc tout va bien dans l'Orient, que ce soit l'Extrême-Orient ou le Proche-Orient. C'est juste évoquer ces pays lointains. Exactement, et c'est un modèle qu'on retrouve beaucoup au XIXe siècle pour jouer des rôles dans des régions géographiques très éloignées les unes des autres et qu'on voit d'ailleurs porté par beaucoup d'actrices sur des portraits. Alors ici on a une lithographie, mais on a aussi des portraits peints, donc c'est vraiment un modèle qui est très connu et très important au XIXe siècle. Oui, alors ces estampes sont très importantes, n'est-ce pas? Parce qu'on s'en servait aussi pour s'en inspirer, n'est-ce pas? C'est la petite galerie dramatique, ce sont les metteurs en scène et les acteurs et les actrices s'en servaient, donc on peut imaginer que ce modèle persiste depuis le XVIIIe siècle. Hein? Alors, parlons monstres sacrés. Qui sont ces monstres sacrés? J'adore cette expression, j'ai toujours adoré. Alors c'est une expression qui est inventée par Jean Cocteau, qui est donc un dramaturge français qui a aussi été cinéaste, peintre, qui a eu beaucoup d'activités artistiques. Et il invente cette expression pour désigner des acteurs qui ont marqué sa jeunesse à la Comédie Française. C'est une expression qui historiquement désigne des acteurs des années 1900 qui ont un talent au-delà du normal, au-delà de l'humain. Jean Cocteau pense en particulier à la danseuse Isadora Duncan, mais on peut parler de Sarah Bernard, Édouard de Max, Mounet Sully ou encore Julia Barthé, qui sont tous des acteurs qui sont évoqués dans l'exposition et dont nous allons vous parler maintenant. Alors, commençons. Édouard de Max. Édouard de Max, il avait une carrière de 40 ans à la Comédie Française. C'était un acteur qui était très exubérant, très naturel et maniéré à la fois. Il a joué Néron, c'était son rôle préféré dans Britannicus. Et il était vraiment, on l'appelait l'homme des robes, parce qu'il adorait jouer des rôles à toge, hein, si je peux dire. Là, évidemment, c'est Néron, mais il y en a d'autres. Et on voit dans sa photo, il est complètement couvert de bijoux. Il a une espèce de bandolière avec des turquoises, peut-être factices, on ne sait pas. Il a des bracelets, des bagues sur tous les doigts. Et il jouait vraiment un côté démesuré qui plaisait beaucoup au public. Il était roumain, il n'a jamais perdu son accent, mais ce n'était pas grave, il était sociétaire pour toute sa carrière à la Comédie Française. Et dans la photo, on a la chance de voir, on voit cette couronne de laurier, mais assez particulière, qui existe bel et bien dans la collection de la Comédie Française. Cette couronne, elle est assez intéressante. Hein. C'est son invention un petit peu, mais... Exactement. En fait, certains acteurs vont vraiment prendre part à la conception des bijoux, les imaginer et faire des recherches. Et là, on a un modèle qui est un peu particulier parce que vous voyez qu'il combine le modèle classique en fait, de couronne de laurier, dont on a vu quelques exemples tout à l'heure, avec des arcatures qui sont serties de pierres imitant l'émeraude, des pierres vertes. Et en fait, on sait que sur certaines monnaies romaines, on voit l'empereur Néron qui porte ce genre de couronne à pic. Donc, Édouard de Max fait des recherches et s'inspire en fait de deux modèles qui ont bien existé, mais il les combine pour inventer un nouveau modèle qui est très moderne. Comme Rachel, il a pris beaucoup de soins dans ses créations, certains acteurs le font. Voilà, ils s'investissent vraiment dans la création des bijoux, même si l'histoire du bijou de scène n'est pas linéaire. Hein. Certains acteurs vont vraiment chercher l'image juste, faire des recherches historiques, et d'autres vont se contenter de reprendre des modèles de leurs prédécesseurs. Alors, parlons de précision historique. Une autre grande figure de la Comédie Française, Mounet Sully, qui était vraiment contemporain à Sarah Bernard. D'ailleurs, ils avaient des relations sur scène et dans leur vie privée, exactement, ils jouaient beaucoup ensemble. C'était les deux vedettes de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et Mounet Sully a pris un soin incroyable à des recherches historiques pour créer, vous voyez devant vous ce pectoral pour la pièce Athalie dans laquelle il jouait Joad. Et il a même consulté un rabbin, n'est-ce pas, pour savoir quels sont les vêtements, quels sont les gestes, le grand rabbin, et c'est pas tout. On a une actrice donc, qui travaillait avec lui qui rapporte « Mounet Sully ne se contentait pas d'aimer les œuvres dont il était l'interprète ou le metteur en scène, il les voulait embellies de tout ce que les recherches historiques les plus minutieuses pouvaient ajouter à l'éclat de leur représentation. Il n'épargnait ni les lectures, ni le temps, ni les peines.
Qui, parmi les artistes qui ont pris part aux interminables répétitions d'Athalie, ne se souvient des efforts qu'il fit pour reconstituer, selon les textes, l'aspect intérieur du temple de Jéhovah, pour retrouver les rites oubliés de la religion hébraïque et pour nous obliger à prendre des poses hiératiques indispensables, croyait-il, à l'effet général de la tragédie de Racine. Et donc il se penche sur le bijou sacerdotal qui est porté par le grand prêtre qui officiait dans le temple de Jérusalem avant sa destruction au VIe siècle avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor. Or, on sait, dans l'Ancien Testament, il y a une description très précise de ce bijou et donc on sait qu'il est composé de plusieurs éléments. Je me permets de vous lire la description qui vient de l'Exode 28, n'est-ce pas? Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique de mailles, une tiare et une écharpe. Le prêtre porte le rochen, placé comme un bouclier sur son cœur, par-dessus l'éphod. Les consignes dictées par l'Éternel relatives à la fabrication de ce bijou sacré sont longuement détaillées. Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur et sa largeur seront de 25 cm. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture en or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. C'est très précis, n'est-ce pas? C'est très précis. Alors, la démarche de Mounet-Sully, elle est remarquable, mais ce n'est pas le premier acteur à s'être intéressé à ce bijou, puisque justement Agathe Sanjuan a trouvé, lors de ses recherches, une facture de fournisseur du milieu du XVIIIe siècle qui atteste de la mise en couleur d'une plaque de cuivre et du sertissage de 11 chatons. Et c'est d'ailleurs une pièce que l'on voit porter sur le dessin que vous voyez à l'écran. Alors, on suppose que cette pièce elle a été réalisée dans des matériaux de substitution, mais elle devait quand même être assez précieuse parce qu'on a par la suite plusieurs factures de réparation. Et donc, nous allons voir le bijou de plus près, celui qui a été réalisé par Mounet-Sully, alors avec les moyens du théâtre. Donc, vous voyez sur l'agrandissement que l'âme est bien, le support est bien réalisé en textile, comme Paul l'a lu dans le texte. En revanche, c'est un bijou de théâtre, donc les armatures ne sont pas en or, mais en alliage cuivreux, et les pierres ont été remplacées par du verre fasté sur un paillon, le paillon étant une petite feuille métallique colorée qui est placée au fond du verre pour donner justement cet aspect coloré. Et c'était vraiment une découverte de Madame Sanjuan, oui, n'est-ce pas? La pièce, elle est dénichée dans les collections des costumes, ainsi que les archives qui nous disent, comme tu as très bien dit, que ça existe depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, on sait aussi que Talma, dont nous avons parlé plus tôt, avait voulu réaliser le même pectoral en 1819, mais la dépense était trop importante et l'administration théâtrale a refusé le projet. Alors, Mounet-Sully était privilégié. C'est vrai. Alors, vous vous posez la question, pourquoi on ne parle pas de Sarah Bernhardt? La grande star de l'époque. La grande star vedette de l'époque, une jeune fille qui est reçue à l'Académie française très jeune, en 1862. Elle est tout de suite expulsée parce qu'elle va gifler une autre actrice, mais elle devient tellement connue à travers des pièces comme Ruy Blas, comme La Princesse Lointaine, on va en parler, que la Comédie Française va la reprendre. Elle va avoir une belle carrière à la Comédie Française et évidemment aussi à l'étranger. À partir des années 1880, elle devient une star planétaire et elle gagne une fortune considérable. Et on voit dans ses rôles, elle avait les moyens de faire appel aux grands créateurs de l'époque de bijoutier. À gauche, dans son rôle de Isaïe, c'est une courtisane indienne. Elle a fait appel à René Lalique, le grand René Lalique, chef de file de l'Art Nouveau, pour lui faire cette énorme fleur de lotus qui est émaillée mais opalescente. C'est magnifique bleu que vous voyez à gauche.
Et au milieu, un de ses rôles fétiches, c'était vraiment fait pour elle, hein, Edmond Rostand. Elle l'appelait mon petit poète, non, n'est-ce pas? Et elle va porter cette couronne faite par la Ligue, Mélisande, avec un métal, peut-être un métal cuivreux et avec des perles d'imitation. La chose est qu'on ne sait pas, parce que cette couronne n'existe plus. Il y a une autre qui était confondue pendant longtemps, qui était portée par une chanteuse d'opéra, mais c'était une des pièces fétiches de Sarah Bernhardt sur scène en jouant ce rôle. Et à droite, encore une fois, elle fait appel à René Lalique pour... C'était un de ses costumes les plus somptueux, les plus complètement brodés de pierre, de la tête aux pieds, et cette espèce de casque complètement empierré. Le chef de tête était dessiné, on le sait, par Lalique, par des correspondances. Et aussi, n'oublions pas Georges Fouquet, hein, oui. Mouchat, son grand ami Mouchat, le dessinateur, va dessiner un serpent qui ondulait le long de son bras avec une bague et qu'elle portait aussi dans plusieurs pièces dans Théodora, n'est-ce pas, et Cléopâtre. Et c'était inspiré par une affiche de Médée, dessinée par Mouchat pour elle. Donc vous voyez que cette grande dame qui a eu appel à la photographie aussi, beaucoup. C'est vrai, on a la chance de vous présenter plusieurs photographies de Sarah Bernhardt. La photographie se développe dans les années 1850 et d'ailleurs à partir de ces années-là, on a des photographies de Rachel. Donc c'est vraiment les tout débuts de la photographie, la diffusion des photos de stars. Et qui continue hein, tout au long du 19e siècle. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il y a eu une conférence en ligne à l'école qui était dédiée à la photographie et aux bijoux. Et donc, comme tu l'as très justement dit, on voit sur la photo de droite que Sarah Bernhardt, dans le rôle de Théodora, est vraiment littéralement couverte de bijoux de la tête aux pieds, plutôt de gemmes qui sont directement cousues sur son costume. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on passe d'un bijou Exactement, on passe d'un bijou qui était autonome à des gemmes qui vont recouvrir le costume. Et donc, le costume lui-même devient un bijou. Et finalement, c'est l'actrice aussi qui devient un bijou. On en voit un autre exemple ici avec le rôle de Sarah Bernhardt dans Ruy Blas, avec cette couronne recouverte de perles qui va de pair avec ce costume. Et ce qui est intéressant ici, ce qu'on peut souligner, c'est que ce soit les matériaux de substitution ou les techniques qui sont utilisées, en fait, la qualité est telle qu'on a parfois du mal à faire la distinction entre des bijoux de théâtre et des vrais bijoux. Oui, ces perles sont sans doute des perles avec l'essence de l'Orient à l'intérieur, qui est une spécialité parisienne. Française, oui. Alors, passons à une autre grande star de la comédie française, voilà, qui était d'ailleurs rivale, Julia Barthé. De Sarah Bernhardt. De Sarah Bernhardt. Vous étiez soit barthétiste ou bernardiste. Bernardiste, oui. Et donc, c'est Agathe Sanjean qui va nous parler de cette grande actrice au sein de l'exposition, puisque nous avons des bijoux exceptionnels qui lui ont appartenu. Alors, après Sarah Bernhardt et Mounet Sully, on va s'intéresser à une autre figure de la Belle Époque, qui est Julia Barthé. Donc, vous voyez en quelque sorte son effigie ici, son fantôme à travers ses bijoux de scène. Julia Barthé, c'est une comédienne qui est engagée à la Comédie Française en 1880, au moment même où Sarah Bernhardt va en partir avec fracas, puisqu'elle ne s'est pas adaptée à l'esprit de la troupe et donc elle démissionne, ce qui ne se faisait absolument pas. Et donc elle va prendre sa suite dans tous les rôles de tragédie et aussi du drame romantique. Et elle va être extrêmement connue pour un des rôles qu'elle interprète dans la tragédie de Racine, celui de Bérénice. Et vous voyez ici sa parure justement pour ce rôle de Bérénice. Alors, quand elle conçoit sa parure de scène, on est en 1893, au moment donc de sa création du rôle. Elle détient en fait une aquarelle de Gustave Moreau que le peintre lui a donnée et elle va s'inspirer de ce dessin pour composer sa parure. Elle va donc utiliser cette première parure avec une première tiare. Vous voyez à l'écran les deux photos. Donc la première qui est la tiare de 1893 et la deuxième qui est celle de 1899. Et donc en 1899, elle va refaire sa tiare. On ne sait pas pourquoi, peut-être la première s'était brisée. Et elle va s'adresser pour cette occasion à un joaillier qui est René Lalique. Donc elle suit l'exemple de Sarah Bernhardt en faisant appel donc à un joaillier d'avant-garde pour composer sa nouvelle parure.
Alors évidemment, ça n'est pas du tout le même type de bijoux. On le voit d'ailleurs dans la composition globale. Donc la tiare en question est d'une grande finesse d'exécution. Elle est en aluminium et puis on voit donc au premier plan un rang de palmettes et de feuilles d'acanthe, suivi d'un second plan où on voit des camées qui représentent des jeunes femmes romaines dans leurs activités quotidiennes. Et puis ensuite vous avez donc le troisième plan qui est un plan plus monumental, qui s'inspire là de l'Égypte ancienne avec des figures très hiératiques qui portent des feuilles de lotus et des ailes. Donc les figures d'ailleurs égyptiennes sont réalisées en ivoire. Donc là en fait on a un mélange entre des matériaux précieux qui sont utilisés en joaillerie et des choses plus de l'ordre du bijou de scène. Donc on a une sorte de mélange entre la pratique de René Lalique de joaillerie précieuse et celle du bijou de scène. Si l'on descend, on peut voir donc le reste de la parure avec des choses un peu plus communes, je dirais, avec l'utilisation de perles de verre, une utilisation aussi sur la ceinture d'une figure de lion et d'ailes. Donc on a une sorte de composition un peu multiple pour un ensemble qui est absolument fabuleux et qui va faire toute la renommée de Julia Bartet dans ce rôle. Nous allons nous diriger maintenant vers la fin de l'exposition. Alors, merci beaucoup Agathe Sanjuan de nous faire rêver avec ces bijoux. On va passer vraiment à une autre époque, notre époque contemporaine, dans la prochaine pièce qu'on va voir sur l'image. Et dans l'époque contemporaine, les choses vont changer, n'est-ce pas? Oui, on ne va plus avoir recours à ces artisans qui ont malheureusement disparu, ces artisans de bijoux de scène. Et comme Mme Sanjuan va nous expliquer, ça devient vraiment les ateliers internes du théâtre qui vont faire tous les bijoux de scène, comme des costumes. Et on va voir aussi qu'il y a cette espèce de réutilisation des pièces, des matériaux. Et on va pas trop donner des spoilers parce que Agathe va nous parler de cette pièce. Après la période de la Belle Époque, on va effectuer un saut temporel pour se projeter dans des périodes beaucoup plus contemporaines, puisqu'avec cette parure-là, on est dans les années 1980. Et on a choisi de clôturer l'exposition sur cette pièce parce qu'elle explique tout à fait comment on fonctionne aujourd'hui dans les ateliers quand on doit concevoir un bijou de scène. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus des fabricants extérieurs, des spécialistes en quelque sorte, comme au XIXe siècle. Ce sont véritablement les ateliers de la Comédie Française qui sont au service des créateurs et notamment des costumiers. Et quand un costumier va dessiner un bijou sur une maquette de costume, puisque le bijou est complètement intégré à la conception du costume désormais, il a perdu son autonomie, il est vraiment intégré à l'image globale de l'acteur, eh bien les ateliers se mettent au service de cette création et vont trouver tous les moyens possibles mis à la disposition du créateur. Donc là, on est face à une pièce qui a été créée pour le rôle d'Esther, dans la mise en scène de Françoise Seigné en 1987, et c'est une parure qui a été portée par deux comédiennes, Martine Chevalier et Véronique Vella. Et alors ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est la composition justement multiple de ce bijou. La structure principale est un bandeau qui est probablement daté du XIXe siècle, donc c'est une réutilisation d'un élément ancien sur lequel on vient accrocher des éléments plus modernes, alors des éléments qui peuvent être trouvés dans le commerce, et puis aussi des stocks anciens de perles, notamment ici de perles de lapis lazuli, donc des matières précieuses. Et on a un objet composite comme ça qui va formuler une nouvelle image, une image entièrement composée à partir d'éléments distincts et d'éléments qui portent quelque part en eux l'histoire des pièces précédentes et l'histoire des acteurs qui les ont portées. Donc on souhaitait terminer cette exposition sur cette pièce-là qui est vraiment la manière dont on fait du bijou de scène aujourd'hui. Merci beaucoup Agathe Sanjuan de nous avoir fait rêver avec ces bijoux de scène de la Comédie Française.
On est presque à la fin de notre épopée. Oui. Et on voulait vous... Tu as quelque chose à nous présenter, je crois. On voulait profiter de cette occasion pour vous présenter le catalogue de l'exposition qui a été publié sous la direction de Guillaume Glorieux, qui est le directeur de l'enseignement et de la recherche à l'École des Arts Joailliers, et d'Agathe Sanjuan. Et on voulait aussi mettre en valeur d'autres ouvrages sur le sujet du bijou de Seine. Oui, devant nous, on a deux autres ouvrages, Claudette Joannis, sur ce monstre sacré qui est Sarah Bernard, voilà. Si vous voulez bien les montrer au public. Et nous avons aussi Costumé le pouvoir par Martine Kahn et L'art du costume à la Comédie Française par Agathe Sanjuan. À l'école, on appelle ça pour aller plus loin, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vous propose, dans le temps qui nous reste, d'abord juste vous parler de notre prochaine conférence qui sera in situ, mais en direct aussi, du musée de Cluny, sur le cristal de roche, au sein d'une très belle exposition le 20 novembre à 19h en français. C'est une exposition avec le soutien de l'École des Arts Joailliers et on vous invite tous et toutes à venir assister. Alors, profitons de l'expertise de notre amie Madame Sanjuan pour tenter de répondre à quelques questions. Alors, est-ce que les camées dans le diadème de Rachel sont créés avec des vrais coquillages? Comment sont créés les camées? Oui, ils sont créés avec des vrais coquillages, effectivement. Ils ont été analysés d'ailleurs par les ateliers et donc on a déterminé que c'était véritablement du coquillage. Oui. Une très bonne question, la prochaine. Les bijoux peuvent-ils être disproportionnés pour être vus de loin? Oui, bien sûr. Alors surtout, je dirais aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans les bijoux du 19e siècle, on a quand même une adéquation du bijou avec ce qui pouvait se porter à la même époque. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus expansif, de beaucoup plus expressif. Donc oui, dans les bijoux, on peut avoir aussi des choses très impressionnantes et de proportions surdimensionnées. Ouais. On a des questions qui sont très pertinentes ce soir. Quelle est la matière de la couronne offerte par Napoléon à Talma? Oui, très bonne question. Ce sont toujours des alliages cuivreux, c'est-à-dire des mélanges de métaux voilà, qui sont dans des proportions d'ailleurs souvent indéterminées. En l'occurrence, cet alliage-là a été analysé par l'École des Arts Joailliers. C'était extrêmement compliqué, donc je ne saurais pas vous en dire la formule. Je pense que d'ailleurs c'était presque impossible à déterminer. Mais en tout cas, oui, ce sont des mélanges de différents métaux. Les bijoux servent-ils à plusieurs acteurs et plusieurs pièces, ou bien ne servent-ils que pour une seule pièce? Encore une bonne question. Oui, tout à fait. Alors, les bijoux que je vous ai montrés dans l'exposition sont des bijoux en général personnels. Donc, ce sont des bijoux qui ont appartenu à Rachel, à Talma, qui ont été conçus pour eux. Néanmoins, par exemple, les bijoux de Rachel ont souvent été transmis à d'autres comédiennes, soit qu'ils ont été rachetés au cours de sa vente après décès, soit qu'ils ont été offerts par elle, d'ailleurs, à d'autres comédiennes. Donc, ça peut se transmettre, donc les comédiennes suivantes ont pu les porter également. Il y a d'autres bijoux dans l'exposition qu'on n'a pas pu vous montrer au cours de cette conférence, notamment les bijoux masculins, qui là sont absolument caractéristiques de cette passation d'un bijou d'un interprète à un autre. On a notamment un ordre de la Toison d'Or qui a été porté, on en a la preuve, de 1880 aux années 1970 et par un très grand nombre d'acteurs. Donc oui, c'est tout à fait pertinent. Un bijou peut être porté par plusieurs interprètes. Merci beaucoup, Madame Sanjuan. On arrive, malheureusement, ça passe très vite hein, quand on est ensemble. C'était un honneur pour moi et pour l'École des Arts Joailliers d'être ici avec vous, Agathe Sanjuan. Merci de votre expertise et passion surtout. Et merci, Gilliane. Merci, et merci à l'équipe ici présente. Merci aux modératrices, hein, Inesita et Céline. Et merci surtout à vous, notre public. Merci, cher public, d'être passé encore une fois une petite heure avec nous pour découvrir les bijoux de scène de la Comédie Française et cette avant-première de l'exposition qui sera ouverte prochainement. On va vous tenir au courant de cette date. Et encore une fois, merci à tous et à toutes. Merci encore. Merci. Et au revoir.